Moi, c'est ce complexe-là qui a expliqué aujourd'hui que quand le représentant des FMI était au Sénégal, le fameux Alexis Segura avait autant de puissance au Sénégal, médiatique, pratiquement politique, qui intervenait sur tous les sujets, dans tous les domaines. C'est vrai il avait des entrées partout. Moi, personnellement, on avait d'excellents rapports. Ça, c'est des choses que je ne vais pas trop développer là-dessus. Parce qu'il y a eu le scandale, l'affaire Segura, qui a éclaté ici au Sénégal, où le président de la République, Abdoulaye Wade, lui donnait des cadeaux, des billets, une mallette remplie d'argent, de dollars et d'euros. Et ça a créé un scandale mondial. Bon, je suis un des rares témoins, en fait, de cette affaire, parce que... Comment ça s'est passé? Au fond... Alex était... les services de la présidence avaient décidé de le décorer sans aucune consultation avec le... FMI. D'abord avec les FMI, ensuite avec le ministère de l'économie et des finances, avec l'administration. Ça, c'était assez courant, comment dirais-je, avec Wade. Prendre des initiatives sans... avoir l'avis de l'administration. Pourquoi ils avaient décidé de décorer Alex Segura? Est-ce qu'ils avaient peur un peu de ces comptes rendus une fois à Washington? Bon, c'est ça? Certainement. Bon, parce que quand même, il faut le dire, parfois il a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Bon. Qui? Segura? Ah oui. Quelle chose? Oh bon, je trouve par exemple que le Fonds monétaire n'a pas été assez virulent comme il le fallait sur la question des chantiers de l'ANOCI. On a parfois laissé faire. Bon, mais il faut reconnaître quand même que par la force des choses, ils étaient devenus le garant des intérêts du Sénégal contre la boulimie financière de certains. Est-ce que vous pouvez nous raconter la scène? Comment ça s'est passé que Segura puisse aller à la présidence, ressortir avec des mallettes d'argent? Donc il l'invite pour le décorer et à la veille de la décoration, il se rend compte que les textes ne le permettent pas. Les textes du FMI même ne le permettent pas. Donc alors le président décide de déjeuner avec lui. Ça, c'est ainsi que Alex m'a raconté les choses. Il déjeune avec lui et bon, à la fin du déjeuner, il va dans une armoire là, il prend une mallette remplie d'euros et de dollars et il lui remet. Bon, je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il ne savait même pas comment, ce qu'il y avait dans la mallette, hein. Il ne savait pas a priori, il était surpris. Donc en cours de route, il appelle l'assistante du... Mais lui, il savait que c'est interdit par l'FMI. Il aurait dû laisser la mallette, ne pas l'amener avec lui. Bon, il faut lui accorder le bénéfice du doute. Il ne savait pas il ne savait pas nécessairement qu'il y avait en fait de l'argent. C'est en cours de route qu'il appelle l'assistant du président pour lui dire qu'il ne peut pas ouvrir la mallette. Et s'il y a un code, l'assistant lui dit qu'elle ne connaît pas, bon, il essaie de 0040 et puis ça passe. Et c'est à ce moment qu'il découvre en fait que c'est de l'argent. Bon, je crois qu'il en a fait part à l'actuel représentant qui était sur le point de prendre fonction. Et arrivé à l'aéroport, il m'en a parlé. Bon, bon, je lui avais proposé de laisser l'argent à son assistante et de rendre compte au Fonds monétaire arrivé à Washington. Bon, il m'a dit qu'il ne voulait pas trop la mêler à ça et voilà comment il est parti avec... Oui, ça a eu un retentissement mondial cette affaire-là. Et ça a eu des conséquences peut-être même sur l'économie du Sénégal. Ça a eu des retentissements en fait inimaginables. Parce que peu de temps après, on était allé à Londres, à la City. En fait, c'est pour... à l'époque, il y avait une émission d'Eurobond, ce qu'on appelait l'Eurobond, une émission de bons du Trésor de l'ordre de 200 millions de dollars. Mais partout où
passé, tous les investisseurs qu'on rencontrait, les investisseurs potentiels, leur seule question portait sur ça. Bien sûr, ça a quand même détruit l'image du... Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures qui ont été prises au Sénégal après cette affaire pour lutter efficacement contre la corruption? Il y a... Comment on appelle ça? Il y a la commission, le nom est tellement compliqué d'ailleurs. La commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion? Oui. Non, Alassane, ce n'est pas un problème de commission. Il y a quelque chose qui est au cœur du bon fonctionnement de la société et du fonctionnement d'une économie libérale, c'est l'indépendance de la justice. Parce que tous les textes sont là. Le policier qui se fait corrompre, il y a des textes qui prévoient des sanctions. C'est parce que les choses ne fonctionnent pas normalement. En fait, que tant le corrupteur et le corrompu, en fait, sont des personnes, au fond, un peu victimes de la faiblesse des institutions. Parce que si le système fonctionnait normalement, je vois mal un responsable qui sait qu'à la fin de l'année, son service fera l'objet d'un audit et qu'en cas, en fait, au cas où on trouverait en fait des dérapages par rapport à la gestion des deniers publics, il risque de faire la prison et personne n'y pourra absolument rien. Non, je crois que... Mais est-ce que c'est la faiblesse du système dont vous parliez tout à l'heure qui explique aujourd'hui l'ampleur des dégâts au Sénégal? On fait des audits un peu partout dans ce pays-là, mais on se rend compte que pendant 12 ans, le règne d'Abdoulaye Wade, bien avant d'ailleurs, que les deniers du Sénégal, l'argent public a été dilapidé de manière exceptionnelle. Tu sais, bon, il a été dilapidé de manière exceptionnelle sous Wade, mais quand même les faits de corruption et de gagegie dans la gestion des deniers publics, ça n'a pas commencé avec lui. Qu'à cela ne tienne, en Malaisie, quand j'y étais allé avec le ministre d'État Abdoulaye Diop, les gens visitaient, allaient partout. La seule question que j'ai posée à la responsable de Economic Planning Unit, c'était le bras armé de Mahathir, c'est comment fonctionne leur système judiciaire. Il me dit, c'est simple. On a hérité quelque chose des Anglais et on n'y a pas touché. Nous également, il semble qu'on avait un excellent système judiciaire, totalement, en fait un système judiciaire totalement indépendant. Et c'est Senghor qui a changé un peu les choses après les événements de 1962. Aujourd'hui, on a un système, en fait, je crois que les gens s'en ont parlé dans les assises, assis qui tourne autour du Conseil supérieur de la magistrature. Alassane, un juge dont la promotion dépend en fait de l'exécutif, comment veux-tu que ce juge soit totalement indépendant de l'exécutif? Les textes leur confèrent une certaine indépendance, c'est évident. Mais le monsieur, il est là devant des dossiers, il pense à sa famille, à sa carrière. Il reçoit des coups de fil des plus hautes autorités de l'État pour aller dans telle direction. Bon, il s'est dit, bon, une fois au passage, il le fait. Bon, mais en fait, il met son doigt dans l'engrenage. Vous pensez qu'il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature où l'exécutif n'en fera plus partie? Il faut que l'exécutif se retire du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on aille vers une république des juges. Les juges doivent être indépendants, mais ils doivent rendre compte. À qui? Aux populations? Il faut réorganiser cela. Parce qu'on a un système en fait qui est hérité du droit positif français où le juge peut décider de n'importe quoi. De n'importe quoi. Sans rendre compte. Sans rendre compte. Ils appellent ça l'irresponsabilité des services judiciaires. C'est une connerie, excuse-moi le terme. Il faut revenir sur tout ça.
Il faut aller vers l'indépendance de la justice, des juges totalement indépendants, mais ils doivent pouvoir rendre compte dans des cas de décision manifestement erronés.